pour poser le cadre de la discussion et partir sur la présentation de Visée 360. Le constat, au départ, quand on a commencé à faire émerger cet outil, était le même que celui que vous avez posé dans vos réponses, c'est-à-dire les objectifs de développement durable, c'est un concept, c'est une approche internationale assez éloignée de la réalité des territoires si on regarde les titres, si on regarde ces objectifs de développement durable et qu'on s'arrête à ça. Or, on a besoin d'éléments, d'outils qui permettent d'avoir une approche plus complète au niveau local. On avait avant, pour les anciens du développement durable, le cadre national de référence, le cadre de référence sur le développement durable, qui a beaucoup accompagné les dynamiques d'Agenda 21 dans les années 2006, 2010, 2012. On avait ces 5 grands déterminants, ces 5 grands objectifs de consommation responsable, de lutte contre le changement climatique, de biodiversité, etc. Et donc derrière ça, les ODD sont venus poser un nouveau cadre qui, certes, s'est voulu aussi global, mais qui avait, quand on y regarde de plus près, un vrai intérêt à être décliné localement. Et donc, nous, on constatait au CERD, en discutant avec les territoires, que les ODD étaient méconnus et qu'ils n'arrivaient pas à atterrir. Donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse converger ce besoin de décloisonner les approches sur le développement durable et dans le montage de projets avec l'existence de ces ODD qui, quand on y regarde de près, ont vraiment beaucoup de sens et beaucoup d'intérêt. Et donc, on a travaillé les ODD en ayant en tête l'importance de l'approche systémique. Alors, je fais une parenthèse sur l'approche systémique parce elle est fondamentale pour expliquer comment Visée 360 est née. Je vais pas revenir sur le constat des limites planétaires à ne pas dépasser qui ont été définies, qui nous rappellent que notre planète est basée sur un équilibre des écosystèmes divers et variés et qu'aujourd'hui, on est en train de dépasser un certain nombre de ces limites et de mettre à mal l'équilibre de notre écosystème avec des décisions qui permettent de revenir sur certaines limites planétaires et de limiter leurs impacts. Et puis surtout, les conséquences, ça a été dit dans le chat, les conséquences auxquelles on ne s'attend pas forcément en ayant dépassé une limite et les conséquences que ça peut avoir sur d'autres limites. Et donc, quand on prend ce cadre global des limites planétaires, on sait que l'objectif maintenant est de rentrer dans des logiques de sobriété. Je vous renvoie au rapport du GIEC qui est sorti il y a 2 jours, sans compter celui qui est sorti au mois de février, qui renvoie donc à cette exigence de sobriété et de réussir à développer une créativité dans un cadre limité. Voilà, le cadre limité, c'est le cadre des limites planétaires. Donc, nous, au CERN, on est animés par cette contrainte qui est posée et qui est objective et qui nous amène à penser des nouveaux marqueurs de la transition, des nouveaux marqueurs des transitions, parce que les transitions, elles sont plurielles. Elles doivent se faire sur tous les plans, alimentaire, écologique, énergétique, démocratique et numérique aussi. Bref, il y en a plein. Donc, les marqueurs de ces transitions aujourd'hui sont les suivants. Comment on part des limites planétaires pour accepter d'entrer dans une logique à la fois de transition, mais aussi de transformation? Comment on arrive à se transformer individuellement et collectivement, et à transformer nos modes de vie, nos modes de consommation, nos territoires, et notre rapport aussi à la nature, notre rapport à l'écosystème qui nous entoure. Et donc, ça exige un certain nombre de, 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 de conditions, la sobriété numérique, énergétique, foncière, par exemple, les coopérations, parce que les transitions seront coopératives, elles doivent être coopératives, sinon on n'y arrivera pas. L'approche exclusivement technique, sans travailler la qualité des coopérations et des liens entre les acteurs, ne se fera pas. Et on va voir que Visée 360 incarne aussi ce besoin de coopération. Ce qu'on appelle NME, c'est les nouveaux modèles économiques, c'est-à-dire qu'on doit sortir des modèles économiques dominants qui nous enferment dans des schémas et on doit repenser les modèles économiques sociaux, solidaires, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, etc. Et donc, tout ça, ça nous oblige à avoir une pensée systémique pour avoir une vision transformatrice. Et quand on dit pensée systémique, on peut pas, ce serait un affront de ne pas parler d'Edgar Morin qui a quand même conceptualisé la notion de complexité, mais qui nous rappelle que la complexité, il ne faut pas en avoir peur parce que la complexité, c'est faire du lien en latin. Complexus, c'est faire du lien. Et donc, la pensée systémique, c'est accepter que les crises
que nous vivons sont à la fois puissantes, elles sont puissantes et elles sont aussi complexes, parce qu'elles sont toutes interdépendantes. On l'a vu, ça fait 2 ans qu'on le voit. Donc, toute cette interdépendance des crises fait que les réponses doivent être globales. Si on prend les réponses, si on propose des réponses cloisonnées, sectorisées, on ne répondra pas aux problèmes. On ne répondra pas aux problèmes au pluriel. On a besoin d'avoir une approche globale, décloisonnée, systémique des solutions, parce que sinon, les réponses seront partielles et ne seront pas à la hauteur des enjeux qui sont face à nous. Donc, comment est-ce qu'on arrive à transformer cette complexité et à en faire une opportunité de repenser les projets, une opportunité d'avoir de l'ambition, voilà, et de ne pas se contenter de faire des petites actions, ces fameux petits pas, mais qu'on arrive à avoir une action transformatrice pour construire des territoires résilients, évidemment. Et donc, tout ça nous a motivés à imaginer un outil qu'on a appelé donc Visée 360 degrés. Alors, pourquoi viser? Parce que la définition de visée, c'est vision des effets systémiques et des externalités. C'est-à-dire comment, dans un projet, on arrive à penser à 360 degrés les effets de son projet. Un projet d'aménagement, un projet d'installation ou de réaménagement d'une gare, par exemple. Un projet une politique publique de gestion de l'eau, puisque je vais en parler dans les exemples. Une politique publique de gestion de l'eau sur une intercommunalité. Comment arrive-t-on à penser une politique publique de gestion de l'eau dans sa globalité et pas uniquement sur le plan technique de la gestion de l'eau? Parce qu'il y a des enjeux majeurs sur la ressource en eau. Aujourd'hui, on sait qu'elle est fragilisée, à la fois en termes de quantité et aussi en termes de qualité. Donc, on a besoin d'avoir une approche globale. Donc, l'idée, c'est que Visée 360 est un outil de questionnement collectif basé sur d'un projet ou d'une politique publique ou d'une politique, peu importe, qui est basé sur les 17 objectifs de développement durable. Donc, éducation de qualité, la santé, les infrastructures durables, la vie aquatique, la vie maritime, etc. L'objectif de ce questionnement, c'est de vérifier au gré des projets, sur un projet, de vérifier les impacts que son projet va avoir sur chacun des 17 objectifs de développement durable. Et en conséquence, de révéler et de reconnaître les angles morts de notre projet. Des choses qu'on n'aurait pas vues ou qu'on n'avait pas imaginées, voilà, qu'on avait sous-estimées en termes d'impact en menant un projet, en décidant de quelque chose, en se disant bah, finalement, si on analyse ça au regard des 17 objectifs de développement durable, on se rend compte que notre notre projet a des impacts qu'on n'avait pas imaginés. Et donc, on doit les corriger, les travailler. L'autre objectif aussi de cet outil de questionnement collectif, c'est d'intégrer davantage d'acteurs. Je vais vous donner un exemple concret après, mais quand on part, par exemple, sur une politique publique de gestion de l'eau, on peut se dire que c'est une approche technique de gestion de l'eau. Voilà, les réseaux, les canalisations, les fuites, la ressource en eau, les industriels, etc. Mais on ne se rend pas forcément compte de la dimension pédagogique de la démarche, de la politique publique, qui fait que ça nous cache tout un pan d'acteurs, même les plus éloignés, qui pourraient avoir un rôle à jouer sur la gestion de l'eau. Les acteurs sociaux, les acteurs éducatifs, etc. etc. Et donc, in fine, l'objectif, c'est d'identifier les marges de manœuvre qu'on a en y intégrant les 17 objectifs de développement durable. Donc, pour rentrer dans l'exercice, dans la présentation de l'outil, et je vais aller vite pour que je puisse ensuite prendre vos questions, c'est un outil clé en main, tel qu'il a été préparé par le CERD. C'est-à-dire qu'on a un kit, le kit Visée 360, après je vous expliquerai comment le réclamer, qui vous permet de récupérer, d'avoir une notice d'utilisation très précise, puisque c'est une animation qui se fait sur 3 heures, 3 heures et demie, et qui va permettre de questionner chacun des objectifs de développement durable avec donc une notice, c'est le support numéro 1, qui vous guide en tant qu'animateur ou animatrice pas à pas dans la prise en main de l'animation. Le support numéro 2, c'est le document de référence sur les objectifs de développement durable que les participants ont à disposition pour comprendre un peu de quoi on parle. Le support numéro 3, c'est la présentation de tous les ODD en poster pour que vous puissiez ensuite choisir les ODD sur lesquels vous allez travailler. Et ensuite, les supports 4, 5 et 6 sont les supports de travail.
que je vais vous détailler maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet. Vue d'ensemble de l'animation. L'objectif, je vais prendre l'exemple de la politique publique de gestion de l'eau, sur lequel on a testé notre outil, parce que sinon, ça va être trop conceptuel et trop éloigné. Le préalable, c'est de composer un groupe à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on considère que sur une politique publique de gestion de l'eau, en l'occurrence, le contexte, c'était une intercommunalité qui renouvelait son marché de l'eau avec son délégataire et qui avait besoin, dans le cadre du renouvellement du marché, d'avoir un cahier des charges qui était compatible avec les objectifs de développement durable. Ils voulaient que la politique de l'eau intègre davantage les préoccupations de développement durable. Donc, on leur a proposé de tester cet outil Visée 360. Et donc, on a d'abord commencé à rechercher le décloisonnement, c'est-à-dire qu'on a invité à la fois les services, la police de l'eau, les services de l'agglomération qui étaient en charge de l'eau, mais aussi les services de l'État, mais aussi le délégataire de la gestion de l'eau, le délégataire de services publics, et des acteurs sociaux aussi, pour avoir une vue d'ensemble. Et puis ensuite, le déroulé d'un atelier Visée 360, c'est qu'on va commencer par, sur 3 heures, présenter l'intention de l'exercice, c'est-à-dire prendre en compte le développement durable dans un projet, dans une politique publique, et derrière, améliorer, bonifier le projet parce qu'on aura une vue systémique du projet, une vision systémique du projet. Donc, on commence par une introduction, par un brise-glace qui permet à chacun de faire connaissance. Ça, les brise-glaces, on a aussi un kit qui permet une fiche annexe qui permet de choisir le type de brise-glace qui peut être intéressant. Et ensuite, on a la présentation du projet. Donc là, en l'occurrence, c'était le responsable du service eau qui a présenté la démarche. C'est-à-dire qu'il a expliqué comment fonctionne la politique de l'eau sur le territoire, dans quel calendrier il est, c'est-à-dire renouvellement du marché, envie de s'interroger davantage sur la prise en compte du développement durable, et donc test de cet outil. Comme ça, tout le monde est dans le même contexte, tout le monde a le même niveau de connaissance sur ce qui est attendu et où on va. Voilà, combien il y a de châteaux d'eau sur la collectivité, quel est le débit d'eau sur la collectivité. Alors, je ne sais pas pour vous, et vous me faites signe dans le chat, on vient de m'annoncer que la réunion Zoom se terminera dans 10 minutes, ce qui n'est pas du tout prévu. Est-ce que vous me confirmez que vous avez eu la même information sur vos écrans? Je vous laisse. Non, non. Eh ben, tant mieux pour vous. Ah oui, eh ben, même info. Donc, si vous ne m'en voulez pas, je vais juste m'assurer auprès Non, on va faire quelque chose. On ne va pas s'embêter parce que sinon, on va perdre du temps parce que je pense que ça ne se résoudra pas, ce problème. Donc, si jamais dans 10 minutes, ça se termine, ça n'est pas de mon fait, mais je vous inviterai à reconnecter le lien instantanément pour qu'on reprenne le fil de notre discussion. Ça doit être un compte Zoom qui n'est pas payant et qui, du coup, limite le temps que vous avez sur cette connexion Zoom. Voilà. Donc, désolé pour ce contretemps, j'en informerai le rare après. Je reprends. Pitch, on présente le projet. À partir de là, on rentre dans l'exercice de questionnement par ODD. Et donc, je vous présente le déroulé. Vous mettez votre groupe, vous avez une vingtaine de personnes à peu près. Sur la politique publique de l'eau, c'était 20 personnes. On a réparti des groupes de 3 à 7 personnes selon le nombre de personnes. Si vous êtes un petit groupe, vous pouvez aller à 3 personnes. Si vous êtes un grand groupe, vous allez à 7 personnes. Vous avez un poster sur le mur avec ces ODD qui vous sont exposés. L'objectif, c'est que chaque groupe aille choisir un ODD. Donc là, vous voyez, les ODD, ils ont été découpés et collés sur le poster. Ils sont tous collés. Et l'idée, c'est que vous dites, bah voilà, nous, on aimerait bien travailler sur, par exemple, pas de pauvreté dans la politique publique. L'objectif numéro 1, pas de pauvreté. Très bien. Vous décrochez l'étiquette, enfin le badge pas de pauvreté et vous partez sur une table à 3 ou 7 travailler sur cet ODD-là. Et le cheminement, le questionnement que vous allez poser, c'est celui-ci. Et là, on rentre dans le cœur de l'exercice. Je vais reformuler. Je note ODD numéro 1, pas de pauvreté. Quels sont les liens de ma politique de gestion de l'eau avec cet ODD pas de pauvreté? Par exemple, on a un problème. Il y a un monopole sur le territoire d'un délégataire de service public. Et si jamais quelqu'un est en défaut de paiement, on lui coupe l'eau. Et souvent, c'est des personnes qui sont en grande fragilité, qui ne payent pas leurs factures. Cette personne-là n'a plus accès à l'eau. Donc, il y a un vrai enjeu de travailler la précarité autour de l'eau sur ce territoire-là. Très bien. On a identifié un des liens de l'ODD pas de pauvreté avec politique de l'eau. Derrière, on passe à la deuxième question. Qu'est-ce que l'agglomération fait pour répondre à cet objectif de développement durable dans cette politique publique-là en particulier?
Et là, vous listez. Et quels acteurs entrent en cohérence avec ça? Par exemple, on travaille avec les centres sociaux à sensibiliser les usagers des centres sociaux sur la gestion de l'eau. Voilà, la ressource en eau pour les informer et lutter contre la précarité autour de l'eau. Bon, ça, c'est une action qui entre en cohérence avec cette ODD. Troisième niveau de discussion, quelles actions entrent en contradiction avec cette ODD? Que fait-on ou que ne fait-on pas qui répond à cette ODD? Et je vous donne un autre exemple sur un autre ODD. On a travaillé sur l'éducation de qualité. Les acteurs qui étaient là disent aujourd'hui, sur le territoire, on a des ambassadeurs du tri, on a des ambassadeurs de l'énergie, on a 0 ambassadeur de l'eau. On n'a aucune action engagée avec les acteurs de l'éducation nationale, les enfants, le monde de la pédagogie sur la question de l'eau. On n'a rien. Donc, du coup, c'est un vrai parent pauvre de la politique de l'eau sur le territoire, alors que c'est un territoire en grande souffrance en termes de ressources en eau. Donc, il y a un vrai enjeu à comprendre un peu les tenants et les aboutissants de l'eau. Et donc, de là, vous discutez sur cette question. Voilà. Et partant de ça, à partir du moment où vous avez travaillé les réponses numéro 1, numéro 2, numéro 3, vous avez la possibilité en petits groupes de formuler un avis, une couleur qui vous permet de prendre en compte, de considérer si vous prenez en compte ou pas l'ODD. Donc, par exemple, le noir, on est naze sur cet ODD-là, on ne le prend pas du tout en compte. Ou au contraire, on fait des choses qui entrent en contradiction. Eh bien, très bien. Dans ces cas-là, on le met en noir. Et derrière, dans la discussion, l'avantage, c'est que vous avez des questions qui apparaissent ou des remarques, des pistes de solutions. On pourrait faire ci, OK. Vous avez un espace qui vous permet d'écrire les idées, les intuitions que vous avez. L'objectif, c'est que vous fassiez 3 séries de 30 minutes. Si vous avez, par exemple, 5 groupes, vous êtes, je ne sais pas moi, 20 personnes, vous avez 4 groupes, 4 personnes dans 5 groupes. Vous avez en 3 sessions la possibilité de balayer les 17 ODD. Parce qu'une fois que vous avez traité l'ODD pauvreté, vous allez coller sur le poster synthèse des échanges votre ODD, votre gommette. Et ça n'est pas terminé. Vous allez reprendre un support que vous avez ici. Je vais vous le remettre ici. Vous allez chercher un autre. Et tant qu'ils ne sont pas tous grisés, c'est qu'ils ne sont pas tous traités. Donc, tant que ce n'est pas totalement vide, c'est que l'exercice n'est pas fini. Et donc, vous allez dire, bon, nous, on va travailler maintenant paix, justice et institution. Allez, rebelote, on refait l'exercice. En fait, on se rend compte que institution efficace, on se rend compte que notre politique de l'eau est censée être gérée par un comité de pilotage ou un ORC, un observatoire sur la qualité de l'eau, et que en fait, les associations de consommateurs ont été retirées du comité de pilotage. Et donc, on n'a plus du tout de parole citoyenne ou de regard associatif citoyen sur la politique de gestion de l'eau. Elle s'est refermée sur elle-même. Et donc, du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est un peu opaque. Très bien. Ça révèle quand même qu'en termes de contradiction, il y a un truc à creuser autour de l'ODD, paix, justice et institution efficace. Parce que l'efficacité de l'institution sur la gestion de cette politique publique, elle est quand même à questionner si on a retiré des acteurs de la gouvernance de l'eau. Une fois que vous avez fait les 3 séries et que tous les ODD sont traités, ça vous donne une synthèse visuelle. Alors là, c'est un exemple où vous avez les gommettes qui sont collées sur les différents ODD. Et à partir de là, vous allez rentrer dans une séquence qu'on appelle la séquence révélation. La séquence révélation, c'est que vous remettez tout le monde ensemble et vous avez à peu près 1 heure dans le déroulé, 1 heure, 1 heure et quart. Et vous remettez tout le monde ensemble et vous allez collectivement regarder ce résultat, l'œuvre que vous avez créée ensemble. Et généralement, visuellement, c'est marquant. Tiens, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de noir et de rouge. Là, si vous regardez, il y a beaucoup de noir et de rouge. Bon, c'est interpellant. Très bien. Et là, vous avez un animateur qui va animer la discussion pour dire, OK, pourquoi c'est rouge ça? Pourquoi c'est noir? Par exemple, je vous l'ai dit, sur éducation de qualité, il est orange parce qu'on se rend compte qu'on ne va pas assez loin. Sur paix, justice et institutions efficaces, il est rouge parce qu'on se rend compte que c'est trop opaque. Et donc derrière, il faut revoir ça. Il y a des enjeux de gouvernance et il y a des enjeux de démocratie aussi. Comment les tarifs sont définis, comment les décisions de couper l'eau sont prises, quels sont les critères. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas connu. Donc, il faut qu'on revoie ça. Et donc, la séquence révélation, elle est fondamentale dans l'exercice parce que c'est à ce moment-là que vous basculez dans l'approche systémique de la politique ou du projet. Avant, vous étiez dans une approche
cloisonné, sectorisé. Voilà, sur social, on fait ci, économique, on fait ça, environnement, on fait ça. Là, vous rentrez dans l'approche systémique. Et je vous donne un exemple. Et vous comprendrez que je ne vous donne pas le nom de l'intercommunalité avec qui on a fait l'exercice par souci de, par souci de discrétion. On s'est rendu compte qu'on nous disait, bah oui, finalement, l'eau, c'est quand même, nous, on n'a pas de problème, avec les industriels parce que l'eau ne pose, enfin, comment dire, les industriels utilisent l'eau. Et on s'est rendu compte qu'en fait, sur le territoire, il y avait un chantage à l'emploi. C'est-à-dire qu'en période de restriction, sécheresse, de restriction d'eau, il faut savoir que c'est les industriels et les agriculteurs qui sont les plus gros consommateurs d'eau de manière générale, et donc les restrictions s'imposent à eux. Sauf que les industriels, certains allaient voir les services de l'État et de l'agglomération en disant « nous, il ne faut pas nous contraindre dans l'accès à l'eau parce que ça met en danger l'emploi. Et donc, si vous nous contraignez sur l'eau, ben, nous, on va devoir fermer. » Donc, on est, tel qu'exprimé par les services de l'État et par l'agglomération, on était quand même sur un chantage à l'emploi. Donc, on disait, en termes d'emploi, c'est pour ça que travail et croissance économique, il était en noir, parce qu'on disait, bah, en fait, il y a quand même une grosse tension entre ODD, c'est-à-dire on veut préserver l'eau, mais en même temps, on nous fait du chantage à l'emploi. Donc, on est typiquement dans l'opposition économie-environnement. C'est là qu'il nous reste moins d'une minute, et donc je vais vous inviter à ne pas… Oui, alors je vois que on vient de me poser la question sur… Alors, je ne sais pas si Chloé, tu es dans le coin. Je rouvre les écrans pour vérifier. Mais en tout cas, bon, c'est pas grave. Sinon, on recoupera. Et puis, bah, vous savez quoi, on va le faire tout de suite. Voilà. Si ça ne vous gêne pas, et je suis désolé pour ce problème, je vous invite à vous déconnecter tout de suite et à recliquer sur le lien pour rejoindre la visio. À tout de suite. Décidément. Donc, ça dépend de la diversité du groupe que vous avez en face de vous et de la capacité à avoir des profils qui vont répondre aux ODD. Donc, c'est très intéressant pour vous, en tant animateur ou animatrice, de poser les ODD et de dire, OK, sur celui-ci, qui on invite, sur celui-ci, qui on invite, sur celui-ci, qui on invite, pour avoir une diversité de profils et forcément enrichir la discussion. Je vais, je pense, m'arrêter là. Oui, voilà, je m'arrête là parce que j'ai été tout juste dans le timing. J'aimerais surtout bien savoir ce que vous vous dites de cette présentation pour savoir voilà, si elle vous inspire, s'il y a des questions. Le principe de l'animation, c'est que c'est au moins une personne, évidemment, mais c'est voire deux personnes. Quelqu'un qui anime, qui est capable de modérer, de rebondir, d'avoir une vue transversale de l'exercice, en même temps que quelqu'un qui est là un peu à distance pour prendre du recul, pour rebondir sur des choses qui auraient été dites et que l'animateur n'a pas forcément perçues. Voilà. Je regarde si vous avez des questions. Alors, moi, je suis désolé, mais j'ai besoin d'entendre vos voix quand même, sinon j'ai l'impression de me sentir seul. Donc, Adrien, merci Olivier pour la relance sur l'enregistrement. Adrien, est-ce que vous pouvez allumer votre micro pour me poser votre question? Ce sera plus agréable. Si vous avez… Ah, vous n'êtes pas dispo, il n'y a pas de souci. Alors, je vais y répondre et je vais laisser aussi… je vais laisser Clémence me poser la question. Oui, bien sûr. Bah, en fait, il n'y a pas d'échelle. Nous, en tout cas, on n'a pas défini un périmètre sur lequel le projet, enfin, le visé s'applique. C'est-à-dire que le projet, la réflexion est mobilisable absolument n'importe où. À partir du moment où il y a matière à se poser la question, est-ce que mon projet a besoin d'être davantage compatible avec les objectifs de développement durable? Donc, oui, pour vous répondre. Clémence, une question? Bonjour à tous. Bonjour Clémence. Merci pour la présentation. Moi, je voulais savoir si quand tu as testé l'outil, les participants, enfin, quel degré de connaissance ils avaient des ODD avant de commencer l'animation. Est-ce que quelqu'un qui vraiment connaît pas du tout les ODD va vraiment pouvoir participer et trouver des choses à dire quand il choisit un ODD, ou est-ce qu'il vaut peut-être pas mieux leur donner un des documents là, de présentation des ODD en amont de l'animation pour qu'ils soient un peu acculturés quand ils arrivent le jour J? Tu peux envoyer ça, mais nous, on n'a pas eu besoin de faire ça quand on l'a testé, parce qu'en fait, les ODD, ils les découvrent au gré de la grille qu'ils renseignent. C'est-à-dire que comme il y a le support, alors je vous remets le support quand même, mais comme tu as le support numéro 2,
qui présentent les objectifs de développement durable, eh ben, ça les aide à se plonger dedans. Donc, on n'a pas fait de travail préparatoire. On n'a pas préparé le terrain en amont. Et je vais même te donner un autre exemple. On a fait un exercice avec une agence d'urbanisme la semaine dernière pour comprendre comment l'agence d'urbanisme intégrait les transitions et les objectifs du développement durable dans ses missions. Il se trouve qu'il y avait une chargée de mission qui travaille sur le développement économique et notamment le développement touristique sur le périmètre de l'agence d'urbanisme. Et en fait, elle ne connaissait pas très bien les ODD. Et quand elle a traité les ODD, elle a pris l'ODD sur pauvreté. Elle ne le connaissait pas. Et en réalité, elle a regardé les cibles, donc les fameuses cibles qui sont derrière les ODD, qui détaillent un peu plus les ODD. Et à la fin, elle a dit, mais en fait, moi, j'ai eu une fulgurance sur le lien entre ma mission de développement touristique du territoire et l'ODD pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, on travaille l'attrait touristique du territoire ailleurs, enfin pour les extérieurs, c'est-à-dire pour les internationaux, pour ceux qui ne sont pas du territoire, mais on n'a aucune offre touristique et on n'a jamais formulé de recommandations ou pris en compte la dimension touristique pour les personnes en fragilité du territoire. Or, l'agence d'Urba travaille sur la fragilité, la vulnérabilité, notamment dans le logement. Et les deux chargés de mission, logement et développement touristique, se sont dit, mais en fait, il faudrait qu'on croise nos données pour voir s'il n'y a pas des choses à faire pour proposer une offre touristique aux personnes vulnérables du territoire qui ne partent pas en vacances, qui n'ont pas accès à l'offre culturelle ou en tout cas qui ne la saisissent pas, parce que finalement, il n'y a pas de raison. Et on contribuerait à l'ODD sur la pauvreté, en tout cas à essayer d'accompagner les personnes vulnérables dans le développement, enfin en tout cas dans la découverte du tourisme local. Et donc, moi, j'ai cet exemple qui est marquant, qui est frais. En plus, il a une semaine. Parce que je me dis, ah bah ça, c'est des pépites. C'est vraiment des pépites. C'est-à-dire, on ne s'attend pas à ça. Et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui me dit, bah moi, j'ai fait le lien avec ma mission. Alors que ce n'était pas du tout évident au départ. Tourisme et pauvreté, jamais ça leur était apparu évident. Donc, l'ODD a permis, l'exercice a permis de révéler ça. Y a-t-il d'autres... J'espère avoir répondu à ta question, Clémence. Y a-t-il d'autres questions? Et s'il n'y en a pas, moi j'en ai évidemment une pour vous. J'aurais voulu savoir si vous aviez en tête des choses qui vous viennent pour utiliser cet outil. Olivier, je vois que tu as... Alors je me permets de te tutoyer parce qu'on est du même territoire Effectivement. sur le bassin minier, donc je t'écoute. Oui, bonjour. En fait, je suis à la recherche d'un outil pour lancer une démocratie participative dans ma commune. Et je voulais savoir si l'outil que tu viens de proposer est adapté ou s'il le sert d'autres outils plus adaptés à un travail collectif pour lancer une dynamique de démocratie participative qui a du mal à se lancer, mais voilà, je cherche un outil facilitateur pour accompagner la démarche en tant qu'élu, en tant qu'agent aussi pour les techniciens de la commune et autres. Alors, pour te répondre et aux autres, je vous laisse le temps de répondre à la question que je vous ai posée en levant la main ou en réagissant dans le chat. Pour te dire la vérité, Olivier, sur Visée 360, la première fois qu'on a vraiment utilisé Visée 360 dans une forme un peu artisanale, c'était avec un groupe de citoyens sur une commune. C'est-à-dire que la commune avait voulu mobiliser des habitants pour réfléchir à la place du développement durable sur la commune. Et on s'était dit, il faut qu'on les fasse travailler sur les ODD. Mais sauf que les ODD, c'était tellement éloigné qu'on a commencé à travailler Visée comme ça. Et on a pris les ODD, on leur a posé une matrice de questionnement, une matrice qui dit, pour vous, selon vous, en tant qu'habitant, comment la commune répond à cet ODD-là? Et que peut-elle faire pour mieux intégrer cet ODD-là? Et les habitants, ils ont joué le jeu et ils ont fait l'exercice. Le gros intérêt, c'était que la maire était là et certains de ses adjoints étaient là. Et donc, il y a eu des débats très intéressants, par exemple, des habitants qui disaient « mais vous n'arrêtez pas de construire sur des parcelles, vous êtes en recherche permanente d'aménagement et de construction de logements. » La maire expliquant derrière, bah oui, mais moi, si je ne construis pas et qu'on n'augmente pas le taux de population, mes écoles ferment. Le rectorat m'a déjà prévenu, une école, en l'occurrence, ferme. Donc, j'ai cette obligation politique d'aménager des logements, de construire du logement pour accueillir de nouvelles populations et faire vivre la commune en termes de services d'éducation, mais aussi de services publics. Et donc, c'est un outil passionnant parce que ça permet à des gens de comprendre les contraintes des autres.
les habitants, ils ont dit « Ah ouais, on ne mesurait pas en fait, la complexité comment dire, du fonctionnement d'une collectivité, de ses contradictions en matière de développement durable ou pas durable. » Et donc, c'est comme ça qu'on l'a utilisé la première fois. Et ça nous a donné une photographie de la commune. Et derrière, l'adjointe et la maire ont pu dire bah, « Nous, on a entendu les propositions des habitants et on va pouvoir creuser, mais au moins les habitants, ils ont aussi compris comment nous, on fonctionne. » Donc, en fait, c'est un excellent outil pédagogique qui permet de se mettre au même niveau pour tout le monde. Eh bien, écoute, c'est parfait. Je suis au bon endroit. J'achète Viré 360. Tu peux m'envoyer le lien. Non, alors oui, Merci. bah, le lien, il est dans la diapo suivante, donc c'est très bien. C'est très, très bien. Je vois que Anaïg, vous pouvez poser votre question à l'oral si vous voulez, comme ça. Et puis aussi poser l'arrière-pensée de votre question si vous voulez. Vous m'entendez bien? On vous entend bien. Ah, super. En fait, on est en train de travailler. Moi, je crois que je suis un peu un ovni là, dans la conférence. Je suis chef de service dans la DDTM de Loire-Atlantique, donc à Nantes. Et on travaille en fait avec les EPCI sur leur bilan à mi-parcours des PCAET. Et donc, le PCAET est plus réduit en termes de spectre par rapport à l'approche complètement systémique des ODD. Mais je m'interrogeais de savoir si dans une approche plus globale, vous aviez eu des retours d'expérience sur l'utilisation de cet outil pour des bilans à mi-parcours des PCAET. Non, on n'en a pas eu. On n'en a pas eu, mais c'est une bonne question que je vais m'empresser de noter parce qu'il y a au niveau Hauts-de-France un réseau régional des PCAET, donc pour tout le monde des PCAET, les plans climat, air, énergie territoriaux qui sont pilotés par les intercommunalités ou les pôles métropolitains dans certains cas. Et effectivement, certains sont à mi-parcours. On n'a pas eu de retour sur l'utilisation de Visée 360. Après, il y a un point de vigilance quand même, c'est que Visée 360 a besoin d'un projet qui est circonscrit dans son périmètre. C'est-à-dire que, par exemple, si on dit bah, « tiens, on voudrait passer le projet de l'agglomération au crible de Visée 360 », ça ne va pas vous prendre que 3h30. Ça va vous prendre 3h30 par axe du projet de territoire, parce que sinon, vous survolez. Tout à l'heure, Sophie nous disait que le rapport d'activité DD du département de Seine-et-Marne était passé au crible des ODD. Bah, typiquement, il faudrait en fait une utilisation de Visée 360 par axe. Donc, dans un PCET, c'est un peu pareil. On ne peut pas faire ça sur une politique trop globale parce que, pour le coup, on va vite se rendre compte de la limite de l'exercice. Ouais, c'est ce que je me disais, effectivement. C'est plus une approche projet qu'une approche, une grosse planif, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, sur une approche projet, ça me semble vraiment… En plus, ça a vraiment la qualité d'être assez simple, hein, sans que ce soit péjoratif. Je trouve ça vraiment simple et c'est plus facile d'embarquer les gens dans ce contexte-là. Et en fait, ça fait appel à des facultés d'animation, c'est-à-dire que c'est pas… L'intérêt, c'est d'expliquer que Visée 360, ça s'inscrit dans une démarche globale. Et donc, derrière Visée 360, il y a des suites. Donc, ça fait appel évidemment à l'ingénierie de l'animation de projet. Et puis après, il y a des ambiances à créer. On insiste aussi beaucoup là-dessus. C'est-à-dire quand vous accueillez les gens, il faut qu'ils sentent qu'ils ont une légitimité à être présents ce jour-là. Politique de gestion de l'eau. Si on invite des référents de centres sociaux, ils vont se demander ce qu'ils viennent faire à côté des services instructeurs, à côté du responsable technique, etc. Ils ont tous une légitimité à être présents parce qu'en fait, c'est un puzzle. C'est un puzzle visé. Et chacun a une pièce du puzzle. Et c'est quand on les assemble que la politique a du sens. Sinon, on cloisonne et puis on considère qu'il y en a qui n'ont pas leur place. Alors que non, si de toute façon, raisonner comme ça, c'est comme ça que les projets échouent. Voilà. Perrine avait levé la main et je vérifie qu'il y avait une autre question. Perrine, je vous laisse poser votre question. On peut se tutoyer, hein. Moi je ne tutoie pas que les gens de mon territoire. Aucun souci pour moi. Oui, je voulais demander si quelle réception aux résultats était faite par la collectivité ou le porteur du projet. Alors, je suppose qu'on utilise cet outil plutôt avec des gens qui sont demandeurs, mais au vu, par exemple, sur une entrée haut, on peut avoir parfois beaucoup de choses à développer quand le projet n'est pas suffisamment intégré. Est-ce que les gens ne sont pas un peu découragés devant, du coup, tout ce qu'il faudrait faire pour améliorer le projet? Enfin, justement, d'autant plus si c'est plutôt adapté à des projets pas trop grandioses. Est-ce que les gens ne sont pas un peu refroidis en se disant « Oh là là, j'ai tout ça à prendre en compte, j'y arriverai pas, quoi ». Bah si, évidemment, mais c'est là que
le chef de projet ou l'animateur ou le tiers extérieur arrive en rassurant. Je vais vous dire, la première fois que le responsable de la qualité de l'eau, enfin le responsable du service eau de l'agglomération en question, il s'était absenté pendant l'exercice. Quand il est revenu, qu'il a vu les gommettes, il a eu quelques frissons dans le dos. Et puis il nous a regardé en disant non mais attendez, c'est pas possible, la couleur là, s'il y a un problème. Parce qu'en fait, il n'a pas du tout mesuré jusqu'où l'exercice allait l'emmener. Parce qu'en fait, quand vous donnez la parole aux gens et que vous les laissez s'exprimer hors de cadre formel, habituel, protocolaire, en fait, ils ont énormément de choses à dire. Et puis, ils appuient là où ça fait mal aussi. Parce qu'il n'y a pas de niveau hiérarchique dans l'exercice. Ça, c'est un point important, c'est que quand on a fait l'exercice, on n'avait pas d'élu dedans. Parce que ça peut limiter la parole. Donc, nous, on est plutôt partisans de dire qu'il faut un exercice entre techniciens. Parce que derrière, par exemple, dire que l'instance de gouvernance autour de la politique de l'eau est opaque, vous ne le dites pas de la même manière quand vous êtes entre techniciens que quand il y a un élu à côté de vous. Donc, on est vigilant. Donc, du coup, lui, il a un peu blémi quand il a vu les couleurs. Mais en fait, après, ce qu'on a expliqué, c'est qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas vouloir tout mener de front. Ça, c'est comme la transition. Comme la transition écologique. Dans les collectivités, si on mène tout de front, on s'épuise. Et les chefs de projet sont épuisés quand même. De manière, nous, de ce qu'on observe, il y a quand même un épuisement face à cette dissonance cognitive entre des élus qui disent ça va, et pas tous, mais certains, et puis la réalité des rapports du GIEC et des fragilités locales qui nous rappellent quand même que c'est compliqué. Donc, il ne faut pas vouloir tout mener de front. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'au sein du groupe que vous avez réuni, il y a les réponses, il y a les solutions. Et c'est valorisant aussi pour les gens. C'est-à-dire que si vous décidez de développer un plan d'action d'éducation à l'eau sur le territoire, vous n'allez pas le faire seul. Mais grâce à cet exercice-là, vous aurez su capter un public qui vous permet de travailler là-dessus. Vous aurez capté une tête de réseau qui va dire « Mais attends, moi, je peux t'aider. J'ai un réseau de centres sociaux, j'ai un réseau de profs de l'enseignement secondaire qui sont hyper sensibles à cette question-là et on peut travailler avec eux. » Et en fait, vous allez gagner du temps. Donc, il ne faut pas vouloir tout mener de front et surtout reconnaître que, en fait, c'est juste un agencement d'acteurs. C'est un agencement d'acteurs. Et ça aboutit du coup les propositions. Alors, le problème, c'est qu'on l'a fait peu de temps avant le Covid et que, en l'occurrence, au-delà de ça, il y avait quand même des échéances électorales en 2020 qui font que le projet est remonté à une échelle politique, mais pas aller beaucoup plus loin. Je sais que le délégataire a repris quand même, le marché a intégré des dimensions, mais certaines étaient tellement lourdes et tellement profondes qu'ils ont eu besoin de plus de temps. Voilà. Parce que c'est un exercice qui s'anticipe. Par exemple, sur un renouvellement de marché, il faut l'anticiper. Et pour répondre à Frédéric sur jusqu'où pouvons-nous aller, moi, je ne vois aucune contradiction à poser la question de la compatibilité ODD de l'installation d'un entrepôt Amazon à Rouen. Ou d'une ligne TGV, parce qu'après, vous rentrez dans une autre logique qui est l'éviter, réduire, compenser, c'est-à-dire que qui est utilisée notamment dans les stratégies d'adaptation et climat, qui est que si le projet est là et qu'on n'arrive pas à éviter certaines externalités négatives du projet, comment on passe à l'étape suivante, qui est on compense, ou comment on réduit, et si vraiment on ne peut pas, comment on compense. Voilà. Donc, oui, ce que je trouve intéressant et très honnêtement à quoi je n'avais pas pensé sur des grandes querelles qui tournent autour de l'économique, du politique et de l'environnemental sur des projets comme de grande dimension, c'est que les dissensions se créent toujours sur un ou deux sujets. Là, en prenant une vision très globale et quasiment la plus large possible d'un point de vue sociétal et environnemental, on peut avoir du plus et du moins qui viennent s'arbitrer, se compenser, et c'est pas uniquement une querelle de chapelle politique qui va faire s'affronter le maire de Toulouse et le maire de Bordeaux. On se place là dans une vision, c'est plus une réflexion à haute voix, mais on se place dans une vision plus large et de fait, on peut avoir un portefeuille d'évaluation beaucoup plus complet. Merci en tout cas pour l'idée merci à que vous. ça peut donner. Merci Frédéric. Je vais laisser Nathalie réagir parce que vous avez formulé 2 remarques, donc je vais vous laisser allumer votre micro pour les partager. D'accord, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Oui, en fait, ma première remarque, c'est donc vous avez évoqué un petit peu tout à l'heure le périmètre de l'outil.
Donc, j'ai bien compris qu'il fallait quand même que la question soit assez ciblée. Et en ce moment, on est quand même, après le Varenne agricole, on est très sollicité sur les questions de construction de bassines, sur lesquelles j'ai un avis scientifique très précis, mais voilà, mais il y a des avis autres. Est-ce que typiquement ce genre de sujet pourrait être un sujet sur lequel on pourrait appliquer finalement cet outil Visée 360? Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, on n'a pas parlé du rôle de la science, en fait, dans cet outil. Et bon, alors moi, je représente un groupement d'experts scientifiques, donc évidemment, je vais poser cette question. Je vois bien que, par exemple, typiquement, la question tout à l'heure du travail, hein, avec l'exemple que vous avez donné sur la gestion de l'eau, l'exemple du travail, c'est un exemple qui sort de la science, que c'est vraiment un exemple concret et humain, et il faut le résoudre. Mais il y a des fois où il y a des choses qui sont des fausses perceptions liées à un manque de connaissances scientifiques. Et est-ce que là, la science peut venir aussi contrecarrer peut-être des opinions ou des idées dans un outil comme celui-là? Je ne sais pas si c'est très clair, hein, la question que je pose. Bah, en tout cas, si c'est pas clair, moi j'ai compris. Donc a priori, c'est que ça doit être assez clair. Je vous réponds oui, évidemment. Donc première réponse sur les bassines. J'ai presque envie de vous retourner la question. Est-ce que vous voyez une opportunité à déployer un tel questionnement sur ce type de projet? Bah, j'ai un peu l'impression quand même. Enfin, Bah oui. enfin, intuitivement, je n'ai pas creusé un peu la question parce que je découvre votre objet, mais votre outil, mais intuitivement, j'ai envie de dire oui, parce que ça touche à des solidarités, ça touche à de la production, ça touche à de l'alimentaire, ça touche à des métiers, ça touche à des gens, ça touche à la vie de tous les jours. Ça touche à l'économie, donc ça touche quand même à beaucoup de sujets. Donc j'ai l'impression que ça touche quand même à pas mal d'ODD. Alors peut-être pas l'ensemble des ODD, mais je pense que ça touche à pas mal de choses. Donc oui, j'aurais tendance à dire oui en fait. Bon bah voilà, donc vous avez votre réponse. En fait, le principe, c'est que si vous évaluez l'opportunité, allez-y. Lancez-vous. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas de travailler seul, c'est-à-dire de tester l'hypothèse auprès d'un collègue, d'un élu, d'une équipe projet restreinte, d'un noyau qui permettrait de dire bah oui, en fait, c'est logique. Si on regarde les ODD, c'est logique. Donc tentons. Après, sur l'approche scientifique, je vais vous répondre que oui. Nous, au CERN, on héberge un observatoire, on porte un observatoire du climat et de l'énergie, et depuis peu un observatoire déchets matières. Et donc, on s'appuie aussi sur les données qui sont produites par cet observatoire en partenariat avec d'autres organismes, évidemment. Mais on s'appuie sur elles pour venir objectiver le propos. Et puis après, il y a des arguments rationnels, enfin plutôt sensibles, c'est-à-dire quand le directeur de l'eau, le jour où on a fait la présentation, vous explique que la veille de l'atelier, il avait 17 camions-citernes qui étaient garés sur un parking et qui attendaient le feu vert pour partir parce que les robinets n'allaient plus pouvoir fournir d'eau parce qu'on était en alerte sécheresse forte, ça calme tout le monde. Et donc, ça fait prendre quand même conscience de la gravité de la situation et de la nécessité urgente de traiter la thématique et donc de la traiter intelligemment. Intelligemment, c'est-à-dire de manière systémique. Donc, on fait appel évidemment à ces informations scientifiques. Et puis après, ça dépend aussi du tour de table que vous allez organiser, que vous allez mettre en place pour accueillir des gens autour de l'exercice. Et donc là, vous avez, nous, on a un autre outil au CERT qu'on appelle Cartoparty, je ne vais pas vous le présenter, mais qui est un support d'animation ludique de 3 heures qui permet de révéler tous les acteurs qui pourraient venir participer à un exercice comme celui-là et qui vont faire ressource dans votre projet. Donc, le monde scientifique ne doit surtout pas être oublié. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Sophie, vous avez levé la main. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Parfait, merci. Oui, alors moi, ce n'était pas vraiment une question, c'était plutôt un commentaire par rapport à mon besoin dont je faisais mention dans le fil, dans le chat, qui était en fait de trouver un outil pour outiller en fait, voilà, les directions au sein du département de Seine-et-Marne pour qu'elles puissent mieux apprécier finalement dans quelle mesure les politiques qu'elles déploient peuvent répondre aux ODD et à leurs cibles.
Et en fait, moi, ce que je cherche, c'est un outil qui soit autoportant parce que clairement, on n'a pas les moyens dans mon service de pouvoir faire cette démarche d'animation pour tous les projets politiques qui peuvent être menés par toutes les directions. De fait, j'essayais de voir comment un peu cet outil vraiment intéressant, on pouvait essayer de le rendre un peu plus autoportant, en tout cas pour moi, voilà, pour répondre à mon besoin. Et ça me faisait dire qu'effectivement, on a des ressources en Seine-et-Marne dans les directions, puisqu'on a quand même à la fois des services techniques, des services sociaux, voilà, sur un peu l'ensemble de ces sujets. Donc, l'idée, c'est finalement de construire un peu peut-être des groupes avec un peu des référents au sein des directions, mais sans forcément non plus trop les mobiliser, parce que évidemment, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'était en fait plutôt partager une réflexion que j'étais en train d'avoir toute seule dans ma tête pour voir un peu comment pouvoir transposer cet outil qui demande quand même des moyens en termes d'animation en un outil plus autoportant. Alors peut-être que vous, au niveau du CERD, vous avez déjà peut-être eu aussi cette demande et comment éventuellement vous envisageriez ça aussi. Alors, c'est une excellente question. Et c'est pour ça que le kit d'utilisation qu'on a produit, normalement, vous l'avez sous les yeux, si vous me confirmez. Oui. La notice d'utilisation, on l'a pensée dans une logique d'autoportage, c'est-à-dire qu'on a construit il est même très détaillé, parfois même peut-être trop d'ailleurs. Ça, c'est à vous de voir, c'est-à-dire qu'on a voulu vraiment border l'animation en rappelant vraiment les fondamentaux, le pourquoi de l'approche systémique, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'importance de comprendre les externalités, que ce n'est pas un outil qui vise juste à à mesurer des conséquences. Non, c'est des conséquences aussi induites, des externalités. Donc, vraiment adopter la philosophie de l'outil. Et après, on a vraiment pensé l'animation de manière… alors, du coup, je passe pour vous montrer. C'est-à-dire on est venu questionner la posture de l'animateur. C'est-à-dire qu'il propose, il organise, il se met dans une posture d'écoute, comment il va installer la salle. Et puis ensuite, les séquences d'animation avec du déroulé. Vous voyez, c'est très minuté. 10 minutes sur sur l'accueil, 20 minutes sur le brise-glace. Ensuite, vous avez 15 minutes de pitch, etc. Et à chaque fois, on invite on formule des conseils dans l'idée que l'animateur, en lisant ça, il doit se dire « Ok, je me sens prêt à animer l'outil. Je me sens prêt. Là, j'ai été conseillé. On m'a expliqué qu'il fallait que je puisse veiller à créer une ambiance, à accueillir les gens, à organiser la salle, etc., à avoir une posture d'écoute active. » Donc, nous, ce que j'ai envie de vous répondre, Sophie, c'est enfin, il y a peut-être besoin d'un temps de formation à l'animation de l'outil ou en tout cas de partage de ce kit collectivement pour que vos référents puissent ensuite se dire « je me sens prêt à l'animer moi-même ». Et puis peut-être faire des tests, un test sur un service qui ensuite fait un retour d'expérience aux autres. Et puis progressivement, ça monte en puissance et ça devient autoportant. C'est ce que j'aurais envie de vous conseiller comme ça, brûle pour point. D'accord, Je ne sais pas si ça vous aide. Et je voulais juste repartager, parce que j'ai oublié de le faire quand même, l'adresse du kit pour que vous puissiez savoir où télécharger l'outil. Voilà. Donc, il vous suffit d'envoyer un mail à contact@cert.org en expliquant que vous l'avez découvert là aujourd'hui et que vous seriez intéressé pour le recevoir et on vous l'enverra. Voilà. Je vais couper le partage d'écran pour qu'on se dise au revoir, puisque je dois quitter cette visio, puisque le groupe d'après va arriver bientôt. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris. Merci Clémence pour tes encouragements. J'espère que c'était accessible aussi dans la présentation et assez ancré. Donc, merci de votre écoute. Et puis, si vous voulez des informations complémentaires ou en reparler, je vais même vous mettre mon mail dans le chat si vous souhaitez en savoir plus. Sinon, c'est l'adresse du CERD. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir à tous et à toutes. Bonne continuation, soit sur ce séminaire du rare, soit dans vos contrées respectives. Voilà. Bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.